Avant de vous parler de la Tunisie, je vais centrer mon propos sur la Tunisie, comme la sollicitation est claire là, par rapport à la Tunisie. Je voudrais quand même commencer par quelques réflexions méthodologiques sur deux notions qui ont été très utilisées par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe, la notion de printemps arabe et la notion de révolution. Je rappelle que la notion de printemps, pour désigner un mouvement d'espoir démocratique, a été utilisée la première fois par rapport à ce qui s'est passé à Prague en 1968. On a parlé du printemps de Prague. Et si on se situe dans le temps immédiat après le printemps de Prague, on a toute raison de dire, comme ceux qui disent printemps arabe, c'est plutôt un hiver islamiste, vu que ces printemps arabes débouchent sur des victoires électorales de partis islamistes qui sont traditionnellement, leur parcours jusqu'ici, à quelques exceptions près, était hostile à la démocratie. Je dis donc par rapport à cette idée selon laquelle c'est difficile de parler de printemps arabe, c'est plutôt des hivers islamistes. Regardez ce qui se passe depuis ces événements qu'on a désignés par le printemps arabe. Je dis, si on se place dans les années qui ont suivi le printemps de Prague, on peut avoir la même attitude. Les années qui ont suivi le printemps de Prague n'incitaient pas beaucoup à l'optimisme quant à l'évolution démocratique du système soviétique, des systèmes politiques des pays de l'Est ou de la Tchécoslovaquie. Les années 70, comme le début des années 80, rien ne semblait avoir bougé dans le sens de la démocratie. J'ai été adopté par le même groupe d'Amnesty International que Václav Havel. On était prisonniers en même temps. Moi en Tunisie, lui à Prague. Et on avait donc été adopté par le même groupe d'Amnesty International en Bretagne, en France. Quand je suis sorti de prison dans les années 80, ils m'ont dit, voilà, toi tu es venu nous voir, Václav Havel n'est pas encore venu nous voir. Donc, pour vous dire que, de même par rapport à la notion de révolution, certains disent, on ne peut pas parler de révolution quand c'est les islamistes qui sont au pouvoir. On ne peut pas parler de révolution quand on a des mouvements plutôt conservateurs qui prennent le pouvoir. Là aussi, l'histoire nous apprend qu'il faut laisser le temps au temps. La Révolution française de 1789, malgré les espoirs suscités par sa déclaration des droits de l'homme et des citoyens, a été suivie immédiatement après par la terreur, et après la terreur, le Premier Empire, et après le Premier Empire, la restauration de la monarchie, et on a cru en 1848 qu'enfin la France va renouer avec la Révolution et la République. Et on donne le suffrage universel pour les hommes à l'exclusion des femmes en 1848, et les Français n'ont pas voté mieux que les Algériens dans les années 90, que les Égyptiens aujourd'hui, et ils ont envoyé une chambre qu'ils ont envoyé des députés, des curés, des conservateurs, des gens qui ont tout de suite mis fin à l'éphémère Deuxième République et pour la restauration de l'Empire, le Second Empire, et il a fallu 30 ans, plus de 30 ans, pour que la Troisième République enfin renoue avec les promesses de la Révolution française. Est-ce que ce siècle de restauration, de terreur, d'empire
nous permet de dire qu'il n'y a pas eu révolution, de diminuer la Révolution française de 1789 et nier son importance comme un événement qui marque une rupture importante par rapport à l'ancien régime. C'est ça qu'il faudrait donc avoir présent à l'esprit quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai quelques indicateurs qui me permettent d'espérer. Je vais y venir. Mais je crois que les leçons de l'histoire, de la Révolution française, du printemps de Prague, doivent nous mettre en garde contre les conclusions hâtives, qui sont, comme le dit bien Bachelard, un grand obstacle épistémologique. Hein? Ça fait partie des obstacles épistémologiques pour la recherche scientifique, hein, les conclusions hâtives. Il ne faut pas faire des conclusions hâtives. Et il ne faut pas tomber dans le ridicule de positions qui sont le résultat de conclusions hâtives, et après on dit « Ah, on aurait dû réfléchir à deux fois ». Ce n'était pas aussi évident. Et pour les révolutions, vous savez, c'est comme pour la guerre. Celui qui fait la guerre de 100 ans, quand il la commence, il ne sait pas qu'il va faire une guerre de 100 ans. C'est quand la guerre se termine, après 100 ans, qu'on parle de guerre de 100 ans. Au début de la guerre, on ne sait pas si c'est une guerre de 100 ans, d'un an, de quelques mois, de quelques jours, on ne le sait pas. C'est après coup. D'où l'importance de laisser le temps au temps, avant de conclure. Hein, et il faut laisser le temps au temps, et l'histoire nécessite donc un petit recul. C'est d'ailleurs, on discutait tout à l'heure, ce besoin de recul qui me fait travailler aujourd'hui. J'ai obtenu la République généreuse française m'a accordé une année de recherche pour que je réfléchisse sur ce qui se passe dans le monde arabe, mais dans une approche comparative et historique, en incluant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe dans un temps plus long et dans un espace plus large. Je travaille sur les processus de religion et processus de démocratisation dans le pourtour méditerranéen. Vaste programme, me dira-t-on. Oui, c'est un vaste programme, mais on a besoin d'élargir le regard pour éviter précisément ces conclusions hâtives et pour éviter les pièges de l'essentialisme, du culturalisme qui ne permettent pas donc de prendre du recul par rapport à la chose qu'on étudie. Et j'ai invité mon ami pour qu'il vienne nous parler dans le cadre du colloque qui conclura cette année de réflexion sur religion et processus de démocratisation, de venir nous parler de l'expérience espagnole. Religion et processus de démocratisation en Espagne. Et je suis à la recherche de personnes qui nous parleront de religion et processus de démocratisation en Grèce ou dans les Balkans, où nous avons une autre tradition religieuse, l'Église orthodoxe. J'ai trouvé quelqu'un pour nous parler de protestantisme et processus de démocratisation. Je suis sur la piste de quelqu'un pour nous parler de judaïsme et processus de démocratisation. Et par rapport donc à la rive sud du Méditerranée, j'ai envie de conjuguer ce qui se passe en Turquie, avec ce qui se passe en Égypte, avec ce qui se passe au Maroc, avec ce qui se passe en Tunisie, parce que chaque situation a ses spécificités, même si le comparatisme peut nous aider à dégager des liens communs qui nous permettent de relativiser ce qui est spécifique à chaque situation. Voilà un peu les précautions théoriques que vous êtes de jeunes chercheurs, vous êtes appelés à faire de la recherche et à réfléchir. Je vous invite donc à prendre souvent avant de
vous laissez influencer par votre objet, dominé par votre objet, de prendre le recul qui vous permet de dominer votre objet précisément en prenant ce recul à la fois historique et cet élargissement du focus qui vous permet un peu de relativiser ce qui vous semble saute aux yeux comme étant une fatalité, comme quelque chose d'évident. Il faut signifier des évidences. Dans la recherche scientifique, l'un des obstacles épistémologiques, c'est aussi l'évidence. Il faut signifier des évidences. Donc, pour revenir donc à notre objet, effectivement, on a longtemps parlé d'une spécificité islamique qui fait que l'islam serait, contrairement aux autres religions, une exception qui n'admettrait ni sécularisation, ni démocratie, ni droits humains, ni égalité entre les sexes, ni une révision des rapports autorité-liberté. Il y a quelques années, j'ai fait une conférence ici donc sur cette question-là, sur la thèse de Samuel Huntington sur le clash des civilisations. Au cœur de sa thèse, les civilisations divergent sur les questions fondamentales de la condition humaine, les rapports parents-enfants, les rapports hommes-femmes, les rapports autorité-liberté et les rapports sacrés-profanes. Donc sur toutes ces questions, les civilisations sont diamétralement opposées et les plus opposées sont les civilisations occidentales et les civilisations orientales, notamment la civilisation islamique d'un côté et la civilisation bouddhiste. C'est ce qu'il dit, Samuel Huntington. Il parle même d'une connexion islamo-bouddhiste de conspiration contre l'Occident, la civilisation occidentale, la civilisation de la démocratie, des droits de l'homme, de la laïcité, de l'égalité entre les sexes et de la raison, etc., etc. Donc, et voilà que dans les pays arabes, de l'intérieur de ces pays, un mouvement se développe réclamant la liberté, la dignité, le travail, l'alternance politique, ça suffit, et réussit à faire tomber des dictatures qu'on croyait indéboulonnables et qu'on croyait nécessaires pour contenir la montée de l'islam politique, pour nous protéger contre le terrorisme et la menace islamiste. Et ces mouvements, quand ils se sont déclenchés il y a un an, il n'y avait aucun mot d'ordre religieux. C'était des mouvements civils, politiques, qui se sont, au départ, des mouvements sociaux qui se sont politisés petit à petit, mais ils se sont politisés dans le sens d'une revendication sociale et démocratique. Travail, dignité, liberté, voilà les mots d'ordre qui sont partis de Tunis pour se retrouver au Maroc, en Mauritanie, en Algérie, en Égypte, en Syrie, au Yémen et dans tous les pays, et voire en Espagne. Le mouvement de l'indignation, les indignations en Espagne, la place importante de la dignité, voire ailleurs. Ça a écorné cette image de l'exception islamique. Mais le fait que ces révolutions ou ces processus ont abouti à des victoires des mouvements islamistes, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie qu'au Maroc. Le Maroc, c'est le roi qui a anticipé, c'est le génie des rois. Il y a des événements en Algérie, des émeutes en Algérie en 1988,
L'Algérie fait une ouverture sans garde-fou qui conduit à la guerre civile que l'on connaît en Algérie dans les années 90. Le Maroc, lui, anticipe, n'attend pas qu'il y ait les émeutes au Maroc, et Hassan II appelle les socialistes, première ouverture du système, appelle un ancien condamné à mort, Youssefi, à devenir Premier ministre pour désamorcer le mouvement. La même chose cette année, l'année dernière. Le mouvement démarre en Tunisie, le premier à réagir et à donner une nouvelle constitution et des réformes du système, c'est Mohamed VI. Dans une volonté d'anticiper le changement et éviter qu'un mouvement, une fuite en avant dont on ne connaît pas l'issue. Mais malgré cela, le résultat est quasiment le même qu'en Tunisie. La situation en Égypte est très différente. Et je vous invite à considérer les différences entre le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et les autres pays, non pas comme des différences essentielles entre un peuple tunisien qui serait plus civilisé que les autres et d'autres peuples qui seraient moins civilisés, mais c'est le fruit d'une histoire propre à chacun de ces pays. La Tunisie a eu la chance d'avoir connu la première constitution. C'est pas 59, celle de 59. C'est celle de 1861, la première constitution du monde musulman. Constitution civile. Et cette constitution est venue dans le cadre d'un mouvement de réforme qui ont donné un enseignement moderne, des institutions modernes et précisément un mouvement qui a été à l'origine de la constitution d'une société civile en Tunisie autour des journaux, pluralité de journaux, avant la colonisation. Et ça s'est poursuivi sous la colonisation, d'autant plus que la colonisation en Tunisie, comme au Maroc, était un système de protectorat qui a maintenu, certes sous la coupe de l'administration coloniale française, les institutions locales. Ce qui a permis donc à ce qu'on ne fasse pas la table rase, comme en Algérie. L'administration directe française a fait, on a fait table rase de ce qui existait avant. Et c'est l'administration coloniale qui va refaçonner la société. La société algérienne a connu des traumatismes du fait de la nature de la colonisation qu'elle a subie, la manière dont elle a accédé à l'indépendance par la guerre, et non pas par des négociations comme au Maroc, comme en Tunisie, comme en Égypte aussi. Donc, c'est ça qui explique. Ce n'est pas la nature du peuple algérien, ou la nature du peuple tunisien, ou la nature du peuple marocain, ou la nature du peuple égyptien. Il y a ces facteurs qu'il faut considérer. Très important également que ce mouvement a continué sous la colonisation et a fait que c'est un des mouvements civils qui ont conduit la libération nationale et qui étaient aux commandes de l'État au lendemain, civil et moderne, au lendemain de l'indépendance. Et souvent, on dit Bourguiba a donné aux femmes leurs droits. Souvent, on dit que c'est Bourguiba qui a modernisé la Tunisie. Bourguiba lui-même, il est le produit de ce siècle de réformisme qui l'a précédé. Bourguiba lui-même est le continuateur de ce mouvement. Bourguiba, mis en difficulté en 1955 en Tunisie par ses rivaux, s'est appuyé sur l'union des femmes en adoptant son programme, s'est appuyé sur le programme du syndicat ouvrier en adoptant son programme pour renverser l'équilibre et remporter la victoire sur ses adversaires dans son propre parti. C'est cela qui a fait que Bourguiba a accepté l'une des premières réalisations de son gouvernement a été le code du statut personnel. Ce n'était pas un cadeau. C'était parce qu'il s'est appuyé sur l'union des femmes. Les femmes tunisiennes étaient organisées depuis les années 30 du XXe siècle comme un mouvement civil autour de ses propres revendications féministes, ce qui n'était pas le cas en Algérie.
ou dans d'autres pays. Les femmes ont participé en Tunisie au mouvement de libération nationale avec leur propre programme. Tout comme les ouvriers ont participé au mouvement de libération nationale avec leur propre programme. On croyait que les décennies de Ben Ali ont complètement fait table rase de cela. J'avais mes amis marocains, Janjar Abdou Filali Ansari, qui me disaient Ben Ali ne peut être qu'une parenthèse dans l'histoire qui a donné Kéreddine, qui a donné Tahar Haddad, féministe, théologien féministe dans les années 30, théologien et syndicaliste féministe dans les années 30. Il faut le faire. Hein? C'est le produit de ce siècle de réformisme qui a permis cela. Et donc, qui a donné Bourguiba. Ils me disent, ça ne peut pas. La Tunisie ne peut pas s'accommoder longtemps. Et puis on leur dit, nous, désespérés, écrasés par la dictature de Ben Ali, quand est-ce que va se fermer cette parenthèse de Ben Ali? Et elle a fini par se fermer. Et quand elle s'est fermée, sous Ben Ali, on a entendu des thèses sur le syndrome autoritaire du régime tunisien comme de tous les régimes arabes et musulmans. Comme l'État fort et la société faible en Tunisie. Les caractéristiques du système politique tunisien, c'est que l'État est fort et la société est faible. La thèse sur la force de l'obéissance qui caractérise le peuple tunisien. Et puis, il y a eu la force de la désobéissance qui a fait fuir Ben Ali en moins de 4 semaines. Et on a douté de l'existence, jusqu'au milieu de l'année 2010, on doutait de l'existence d'une société civile en Tunisie. Or, non seulement cette société civile, elle a prouvé qu'elle existe, mais aujourd'hui, elle est le ferment de l'espoir de l'avenir. C'est elle qui aujourd'hui résiste aux islamistes qui ont gagné, et c'est elle qui impose au mouvement démocratique de s'unir. Au lendemain des élections du 23 octobre en Tunisie, les partis politiques démocrates étaient assommés. Ils étaient sans réaction. Ils ne s'attendaient pas à leur défaite de cette manière-là et à la victoire des islamistes de cette manière. C'est la société civile qui a résisté dès l'ouverture de l'Assemblée, la première réunion de l'Assemblée constituante. La société civile était mobilisée devant l'Assemblée constituante pour dire « Nous avons fait la révolution pour telle revendication. Vous n'avez pas le droit d'oublier ces revendications. » Rappelant cela et aux gagnants des élections et aux perdants de ces élections qui sont représentés dans la Constitution. Et je vais vous dire une chose, pour les rassurer, les islamistes ont commencé par dire que le code du statut personnel qui avait jusque-là le statut d'une loi ordinaire sera une loi fondamentale qu'aucune majorité ne pourra remettre en cause. Il faut, pour réviser une loi fondamentale comme pour réviser la Constitution, la majorité des 2/3. Et ça, c'est la société civile qui l'a imposé. Quand les islamistes ont voulu mettre au pas les médias en nommant d'anciens responsables des médias du temps de Ben Ali que la révolution a dégommé, parce que ils ont fait leur preuve en matière de docilité. Ils ont fait leur preuve en matière de servir le pouvoir en place. Eh bien, c'est la société civile, ce sont les journalistes et les manifestations de la société civile qui ont fait reculer le pouvoir et revenir au principe, les responsables des médias doivent être élus par les acteurs des médias eux-mêmes. Les journalistes doivent élire les rédacteurs en chef de leurs journaux. C'est la société civile. Aujourd'hui, par rapport à la montée des salafistes, qui sont des ballons d'essai du mouvement NAF, il ne faut pas être dupe. On laisse faire les salafistes si
ils réussissent, on récupère leur victoire. S'ils ne réussissent pas, on dit non, ce n'est pas nous, c'est eux. S'ils réussissent, on dit c'est une revendication sociale. Et nous sommes en démocratie. Le pouvoir doit répondre à la demande sociale. On les laisse faire dans les mosquées, on les laisse faire dans les universités, on les laisse faire dans la rue, et on ne bronche pas, la police ne réagit pas. Mais dès que les enseignants, l'histoire du niqab à l'université, on ne fait rien contre les islamistes. Et on découvre que parmi les salafistes qui font les sit-ins, qui occupent les universités, il y a le fils du ministre de l'enseignement supérieur, il y a les neveux du ministre de l'Intérieur, etc. Et la police n'intervient pas. Mais dès que les enseignants font un sit-in devant le ministère de l'enseignement supérieur, là, la police intervient. Et on le voit. Il a fallu, là aussi, aujourd'hui, les islamistes découvrent qu'ils jouent avec le feu. Parce que quand ils laissent faire les salafistes, après cela, ils deviennent un groupe de pression sur le pouvoir. Et ils font ce qu'ils veulent. Effectivement, ils sont allés jusqu'à la violence. Et là, on a compris qu'on est allé trop loin, et le ministre de l'Intérieur, qui jusqu'à maintenant n'intervenait pas, a lui-même commencé à parler d'un danger salafiste et d'une menace de Al-Qaïda en Tunisie, etc., etc. Vous voyez, la société civile devant tout cela, moi j'ai participé, puisque grâce à la République généreuse, je suis sur place pour faire de la recherche participative. Hein? Donc, j'assiste à ces sit-ins devant l'Assemblée constitutionnelle, à ces manifestations dans les rues, et je vois, donc, de même sur les médias, et là, ça permet de voir, effectivement, et je n'exclus pas, effectivement, qu'il y a des clivages aujourd'hui dans les rangs des islamistes qui gouvernent, entre ceux qui disent on ne peut pas jouer avec cela, parce que c'est dangereux en premier lieu pour nous-mêmes. Mais aussi, il y a des gens qui disent, aujourd'hui, la démocratie n'admet pas le recours à la violence. Et c'est une des règles qui est en train de s'imposer pour la reconnaissance des partis et des associations. Il n'est pas possible de reconnaître des partis et des associations qui prônent la violence ou qui ont recours à la violence. C'est l'une des revendications. Tout à l'heure, on parlait de la constitution espagnole de 1977 qui ne satisfait ni la laïque, ni les conservateurs, ni les progressistes, mais il fallait cela pour que tout le monde l'accepte. Et on me disait, il ne faut pas que ce soit une constitution islamiste, mais il ne faut pas non plus que ce soit une constitution trop laïque, parce que ça ne passera pas non plus. C'est ça aussi l'apprentissage de la démocratie. C'est savoir composer avec l'autre, accepter l'autre, accepter de s'asseoir autour de la même table et s'accepter comme des partenaires. Les islamistes sont en train de l'apprendre. Ils l'ont appris en Turquie. Ils sont en train de l'apprendre au Maroc et en Tunisie, en Égypte et dans d'autres pays. Ils ne peuvent pas l'apprendre parce que l'armée ne les laisse pas exercer le pouvoir, ne les laisse pas faire leur expérience dans laquelle ils peuvent l'apprendre. C'est ça qui, aujourd'hui, radicalise. Voilà la différence. Alors, l'Égypte, qui a connu le même mouvement réformiste au XIXe siècle, même avant la Tunisie, avec Mohamed Ali, qui a été le berceau de la Nahda arabe. Le problème de l'Égypte, c'est que de tout temps, il y a eu, même avec Mohamed Ali, c'était les militaires qui étaient au pouvoir. Mohamed Ali lui-même était un militaire. Et l'armée a toujours été une colonne vertébrale, même s'il y a eu un épisode libéral entre les années 20 et la fin des années 40, l'armée a repris le pouvoir avec Nasser. Et il se trouve qu'en Égypte,
l'armée qui est au pouvoir est payée par les États-Unis d'Amérique pour garantir la sécurité des frontières d'Israël, pour garantir le respect des accords de Camp David. Et les Américains ne sont pas prêts à laisser les islamistes gouverner pour remettre en cause Camp David, et ils continuent à payer l'armée à condition que l'armée continue à garder, sinon la totalité du pouvoir, du moins une part importante du pouvoir qui permet à l'armée de continuer, à l'Égypte de continuer à jouer le rôle de gardien des frontières d'Israël. Et en cela, les Américains font une grave erreur. Parce que je suis sûr, quelle est la différence entre les islamistes, les frères musulmans en Égypte, ou même les salafistes en Égypte, et l'Arabie saoudite, d'un point de vue idéologique? Aucune. La seule différence, c'est que la famille saoudienne est au pouvoir depuis les années 30. Et pour bien bénéficier de la rente du pétrole, elle a noué une alliance avec les États-Unis. Et c'est par cause de cette alliance avec les États-Unis que l'Arabie saoudite est le pays qui n'a jamais tiré une cartouche en direction d'Israël, au niveau du discours, c'est du pipeau, mais par ailleurs, via les États-Unis, on a les meilleures relations avec Israël. Regardez le Qatar, idéologiquement. Le Qatar, c'est celui qui finance Nahda en Tunisie, les islamistes tunisiens. Le Qatar est en compétition avec l'Arabie saoudite qui va contrôler les mouvements islamistes. Est-ce que c'est Qatar ou c'est l'Arabie saoudite? Au niveau idéologique, il n'y a pas une grande différence. Et le Qatar est le pays arabe qui a les meilleures relations avec Israël aujourd'hui. Et moi, je suis sûr qu'Israël ne comprendra la nécessité de la paix que lorsqu'elle aura en face d'elle des mouvements comme le Hezbollah au Liban, et quand elle aura en face d'elle des gens qui tiennent la même logique que l'extrême droite israélienne, qui tire les ficelles de tous les gouvernements, de gauche comme de droite en Israël. C'est elle qui impose sa loi. Et aux travaillistes et aux Likoud. Quand ils auront en face d'eux des gens qui ont la même logique qu'eux, c'est là qu'il y aura la paix. Et ça, ce que les Américains et les pays européens n'ont pas compris. On veut de la démocratie en Palestine, mais il faut que ça donne la victoire de Abbas. Sinon, on ne l'accepte pas. C'est quoi? Vous voulez la démocratie ou vous ne voulez pas la démocratie? Vous voulez des élections libres ou non? Ah non, on veut des élections libres, mais à condition que celui qui sera élu sera celui que qu'on veut. Et c'est pas ça la démocratie, je suis désolé. Il faut accepter les résultats des urnes, même si c'est le Hamas qui gouverne en Palestine, même si c'est Nahda qui gouverne en Tunisie, même si c'est les frères musulmans qui gouvernent en Égypte, même si c'est l'AKP qui gouverne en Turquie, même si c'est Le Pen qui gouverne en France. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu l'extrême droite en Autriche. Qu'est-ce qu'on a fait quand il y a eu l'extrême droite en Autriche? Même s'il y a Berlusconi, la frontière entre Berlusconi et l'extrême droite, elle n'est pas très épaisse. Elle est très perméable. Donc, on ne peut pas dire qu'on veut la démocratie, mais on n'accepte pas les résultats électoraux. C'est pas possible. Et ce n'est que par la démocratie que ces mouvements se démocratiseront. Ils ne peuvent pas se démocratiser avec une stratégie à l'algérienne, l'armée algérienne. Ils gagnent les élections, on suspend les élections. Ils ne peuvent pas apprendre la démocratie. C'est un discrédit pour la démocratie que de dire le Hamas est élu, mais on n'en veut pas. C'est un discrédit pour la démocratie que dire l'AKP est élu en Turquie, mais on n'en veut pas. Les islamistes, 2 fois, l'armée intervient. Et chaque fois, ils reviennent après et ils gagnent encore plus. Et depuis qu'ils sont au pouvoir et qu'on les laisse gouverner, ils sont moins arrogants, ils sont moins exclusifs qu'ils ne l'étaient quand on les empêchait de gouverner.
c'est cela qu'il faudrait... Et justement, ils ne peuvent pas intégrer la démocratie si on ne les laisse pas eux gouverner et on ne laisse pas la société civile locale et l'opposition et les syndicats les contester, leur rappeler leurs promesses électorales. Parce que Nahda a gagné avec un programme démocratique. Les mots d'ordre de Nahda, c'était pas on veut un État islamique. Ils ont gagné avec un État civil. On veut un État civil. Les acquis modernes de la Tunisie seront sauvegardés. C'est ça les mots d'ordre de Nahda avant les élections. Et qui lui ont été rappelés par la société civile après leur élection. Et chaque fois qu'ils ont voulu se rétracter par rapport à leurs promesses, la rue leur a rappelé. En ce moment, il y a une confrontation entre la centrale syndicale et la Nahda. Et Nahda a été obligé de faire marche arrière. Ils ont ordonné à leurs militants de divers... Il y a une grève des ébouilleurs, des ouvriers de nettoyage pendant 4 jours. Ils ont demandé à leurs militants de déverser les poubelles devant les locaux du syndicat. Il y a une réaction telle qu'ils ont ordonné à leurs militants de nettoyer devant les locaux des syndicats. Et de dire non, nous, on n'est pas d'accord avec ce mouvement. C'est ça l'apprentissage de la démocratie. C'est ça qui me permet de garder l'espoir. Et aujourd'hui, on assiste à des clivages au sein des mouvements islamistes entre ceux pour qui la démocratie ne peut pas être seulement un moyen pour accéder après, au pouvoir et après c'est fini. Il y a des gens qui le pensaient. Et d'autres qui le pensent encore. Il y a des gens qui disent on ne veut pas de la démocratie, on veut le califat. On ne veut pas de la démocratie, on veut un État islamique qui applique la charia à laquelle ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas ce que c'est, la charia. Parce que quand je discute avec eux, bon, écoutez, vous voulez appliquer la charia, c'est quoi la charia? Dites-moi. Ils ne savent pas que le mot charia n'apparaît dans le Coran qu'une seule fois. Et pas dans le sens qu'ils entendent eux. Ils ne savent pas qu'ici, à Cordoue, Averroès avait écrit un traité concernant l'accord, le traité décisif quant à l'accord entre la philosophie et la charia. Et la charia, chez Averroès, ce n'était pas la loi islamique, comme ils le disent aujourd'hui. La charia n'est que la religion en tant qu'elle est voie de salut. Toute religion se définit comme une voie de salut. La charia n'est devenue droit musulman qu'au XIXe siècle. Et le droit musulman n'est que le pendant juridique de l'orientalisme au service de la colonisation. C'est les codes élaborés en Algérie par les colonels français qui ont été fourgués à la société algérienne comme étant du droit musulman. Ce sont les codes ottomans qui ne sont que la traduction du droit allemand pour certains aspects, des codes suisses par d'autres, des codes britanniques et des codes français, et on a fait un préambule et une conclusion, voilà, c'est la loi islamique. Avant ces codes-là, il n'y avait pas de loi islamique. On avait du fiqh, c'est-à-dire de la théologie normative, comme il y avait de la théologie normative catholique ou juive. Qui parle de droit chrétien aujourd'hui ou de droit catholique? On parle de droit canon, avec une acception très limitée, qui ne concerne pas les relations sociales, les fondements du lien social. Hein? Eh bien, c'était la même chose, on parlait. Et aujourd'hui, on parle, la charia, c'est le droit musulman. Vous fondez sur quoi? Allez, montrez-moi. Ils me disent, quand moi je discute avec eux, je dis, bon, vous voulez que quoi, la charia? C'est ce qu'il y a dans le Coran. Je lui dis, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Appliquer le Coran à la lettre? Oui, il faut appliquer le Coran à la lettre. Je lui dis, bonne chance. Qu'est-ce que vous allez appliquer quand vous avez d'un côté
celui qui veut être croyant qu'il le soit, et celui qui veut être incroyant qu'il le soit. C'est une discussion que j'ai quotidiennement maintenant avec les islamistes. Et que vous avez de l'autre côté tué les impies là où vous les trouvez. Qu'est-ce que vous allez? Vous allez choisir. Et en fonction de quoi vous allez choisir? C'est pas le Coran qui vous détermine le choix. C'est vous qui... Vous savez, et le Coran lui-même parle d'équivoques, de ces équivoques. Le problème les musulmans ont décidé que ce qui correspond à mon choix est clair, et ce qui ne correspond pas à mon choix est équivoque. Et c'est pour cela qu'ils s'entretuent entre eux. Chacun il a sa version de la charia et sa version de la loi islamique. Je vous donne l'exemple de l'Afghanistan. Ils étaient tous unis contre Najibullah et les communistes en Afghanistan. Au nom de la charia, de la guerre sainte, le djihad, et au nom de la nécessité de diriger un État islamique. À peine Najibullah est tombé, ils se sont mis à s'entretuer entre eux, Mas'oud, les talibans, les autres factions. Chacun il avait sa version de la charia qu'il veut appliquer. C'est ça qu'il ignore. Mais ils ne peuvent le comprendre que lorsqu'ils sont confrontés aux contradictions. Là, les islamistes tunisiens, on leur dit, allez-y, résolvez, vous êtes au pouvoir. Mais c'est vous qui gouvernez. Comment vous allez résoudre tel problème, tel problème, tel problème? Avec quoi vous allez le résoudre? Et là, c'est eux-mêmes qui commencent à dire, oui, la charia, c'est un fourre-tout, il faut arrêter de parler de la charia. Même certains d'eux, parmi eux, disent, la charia ne doit pas figurer dans la Constitution. Certains le réclament. La charia doit être la source principale du droit en Tunisie, de la loi, de la législation, et d'autres disent, on ne peut pas. Quelle charia? La charia, c'est une notion qui est équivoque et qui est sujette à différentes interprétations. Sur l'inscrit, c'est la guerre de tous contre tous, au nom de la religion. Donc, vous voyez, donc, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la situation n'est pas la même dans tous les pays arabes. Je vous ai dit, en Égypte, il y a l'importance de l'armée. Il y a eu des élections, mais c'est l'armée qui a toujours le pouvoir. Et qui refuse, parce que les Américains, qui les financent, refusent qu'ils cèdent le pouvoir à ceux qui ont été élus. Au Maroc, la monarchie encadre le changement. Et je vous assure que parfois, ils sont allés plus loin que la Tunisie, qu'on dit plus apte à la démocratie que le Maroc. Je vous donne un exemple. Le roi a décidé qu'il y aura tant de femmes dans l'Assemblée. Et il y a eu le nombre de femmes fixées par le roi pour qu'elles soient dans l'Assemblée est supérieur au nombre des femmes élues en Tunisie avec un système de parité et alternance. Si la tête de liste est un homme, la deuxième doit être une femme. Et si la première est une femme, le deuxième doit être... Eh bien, les résultats sont meilleurs au Maroc. Et la majorité des femmes qui ont été élues sont islamistes. Ce qui est déjà aussi bien pour la démocratie. La vice-présidente de l'Assemblée constitutionnelle est une femme, 1, islamiste, 2, franco-tunisienne. Et elle a surpris tout le monde en revendiquant, en mettant dès le premier jour, je suis aussi française. Elle a gêné son propre groupe en mettant en avant sa carte d'identité, je suis française. Et vous avez ouvert le droit aux binationaux de participer, vous n'allez pas me le reprocher maintenant. Elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale et elle a été voir les associations féministes pour leur garantir que dans la Constitution, l'égalité homme-femme sera affirmée. Et que le code statut personnel, les droits acquis par les femmes en Tunisie seront constitutionnels. C'est ça aussi l'apprentissage de la démocratie. On l'aurait exclu, cette femme. Elle aurait continué, comme en France, nous sommes exclus. La démocratie ne veut pas de nous. Donc on rejette la démocratie. La République ne veut pas de nous. Donc on rejette la République. Et les crispations. Là, elle est admise, elle est reconnue, elle est même vice-présidente de l'Assemblée constitutionnelle. Et donc là,
elle commence à réaliser le pouvoir qu'elle a, et elle n'a pas oublié qu'elle est une femme. Et qu'en tant que femme, elle ne veut pas que ses droits acquis depuis des décennies soient remis en cause. C'est pas parce qu'elle est islamiste que, quand elle a le pouvoir de dire non et de voter, elle va voter contre ses propres droits. Vous voyez, les situations sont différentes d'un pays à l'autre. Donc, j'ai dit au Maroc, c'est plutôt une voie réformiste. En Tunisie, le processus a passé par plusieurs étapes. Une première étape, on ne sait pas si c'est une révolution, on ne sait même pas ce qu'ils voulaient. Ça a commencé par des revendications sociales qui se sont politisées petit à petit et qui ont fini par Ben Ali dégage. Et après que Ben Ali a dégagé, on a voulu son parti dégage. Et après que son parti a dégagé, l'Assemblée nationale dégage. Et ça a abouti à une remise en cause de la Constitution qui existait, qui a permis à ce que Ben Ali devienne pratiquement un président à vie. Et après cela, l'enjeu a été quelle Constitution ? Du 27 février au 23 octobre 2011, l'enjeu était quelle constituante on va avoir. Est-ce qu'on va avoir une constituante à majorité moderniste ou à majorité islamiste? Et le résultat du vote, il n'est pas... C'était une surprise, mais après, quand on analyse, on le comprend. Les Tunisiens ont voté majoritairement pour les partis qui ont refusé précisément la continuité avec le régime de Ben Ali, qui ont participé à la collaboration avec le premier ministre de Ben Ali, du premier gouvernement de transition, et qui ont travaillé avec des ministres de Ben Ali qui sont restés au cours. Ces partis-là ont été sanctionnés pour avoir accepté de travailler avec le premier ministre et les ministres de Ben Ali, pour avoir eu peur de la révolution et choisi une continuité contrôlée des réformes de la Constitution. Ils étaient pour les réformes de la Constitution. Ils ont voté pour ceux qui étaient pour une constituante et pas pour le maintien de l'Assemblée nationale et les institutions en place en les procédant à les réformer. Ça d'une part. Mais d'autre part, le vote, malgré tout, il y a 50% des Tunisiens qui sont en âge de voter qui n'ont pas voté. Ça, on l'oublie. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne voyaient pas pour qui ils votent. Les démocrates se sont présentés. Vous savez combien il y a eu de listes qui se sont présentées? Plus de 1500 listes. Par circonscription, il y a souvent la moyenne est entre 50 et 60 listes par circonscription. Comment voulez-vous que les gens votent dans ces conditions? Surtout qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, on sort de décennies de dictature où ceux qui se présentent étaient inconnus par rapport. Les seuls qui étaient connus, c'est les islamistes. Et ils étaient connus parce que, sous Ben Ali, il était la principale cible de la répression. Et ça aussi, ils ont voté par sympathie pour ceux qui étaient victimes, la principale victime du dictateur déchu. C'est normal. C'est un vote normal. Et malgré cela, des 50% qui ont voté, 37% ont voté pour Nath. 34% ont voté pour des listes qui n'ont pas eu un seul élu. La différence entre les voix qui sont allées à des listes qui n'ont pas eu d'élus et les voix qui sont allées au parti islamiste qui était le plus connu, qui a disposé des moyens. Donc tout le monde le sait maintenant, eux-mêmes ils reconnaissent. L'argent du Qatar et de l'Arabie saoudite, qui était très difficile à contrôler pour la commission électorale indépendante qui venait d'être formée, dont le président lui-même revenait de l'exil, qui n'est pas rentré en Tunisie depuis plus de 30 ans, qui ne connaît pas grand-chose au fonctionnement de la société. C'est très difficile. Et malgré cela, c'est une victoire importante.
Donc, voilà la situation qui a fait que... Et avec cela, Nahda, aujourd'hui, n'a qu'une majorité relative. Le système électoral adopté, la proportionnelle au plus fort reste. Certes, il a favorisé les premiers partis, contrairement à ce qui était préconisé. Le système de la proportionnelle au plus fort reste favorise les petites listes lorsque les listes sont égales au nombre des sièges. Dès que les listes dépassent le nombre des sièges à pourvoir, il a l'effet inverse, il favorise les listes qui arrivent en tête. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. Mais la proportionnelle, malgré tout, a limité les dégâts. On n'était pas dans le scénario algérien, où, avec moins de 30%, les islamistes avaient, dès le premier tour, plus de 60% des sièges. Et avec le deuxième tour, il allait avoir la majorité, plus que la majorité du tiers, qui leur permet de faire ce qu'ils veulent. Donc, voilà, le système, quand on l'analyse, on peut comprendre pourquoi il y a. Et malgré cela, comme je vous ai dit, bon, aujourd'hui, on est dans une situation, les islamistes sont obligés de composer. Ils n'ont la majorité qu'avec l'apport de deux autres partis, modernistes, laïques, qui intègrent les droits de l'homme et avec lesquels ils sont obligés de composer. Même s'ils ne leur ont accordé dans le gouvernement que des ministères techniques. Même si le président de la République ne lui ont pas laissé beaucoup de pouvoir. Donc, avec tout cela, aujourd'hui, on est dans une situation qui permet d'espérer, surtout espérer du côté de la société civile qui a fait preuve, de son existence, parce qu'on doutait de son existence il y a un an et demi. Deux, que non seulement elle existe, elle a une capacité de mobilisation qui fascine tout le monde, une capacité de réactivité, une grande conscience politique qui, en même temps, fait reculer la majorité au gouvernement et en même temps impose aux partis de l'opposition démocratique de s'unir. Avant les élections, on avait 115 partis. Aujourd'hui, il n'en reste que 30, et les 30 qui restent sont en train de se regrouper en 5 grands pôles. L'extrême gauche, d'un côté, les islamistes de l'autre, les nationalistes arabes, un centre-gauche social et un centre-gauche libéral. Peut-être qu'il y aurait une sixième force, mais là, actuellement, les grands rassemblements qui sont en train de se constituer. Donc, lors des prochaines élections, on n'aura pas la dispersion qu'il y a eu cette fois-ci. Et déjà, les mouvements de l'opposition ont été amenés à constituer un bloc parlementaire au sein de la Constituante, qui fait d'eux, maintenant, le deuxième groupe parlementaire, ce qui est très important. Et quand je regarde les commissions pour la Constituante, on peut être rassuré que la Constitution qui sera votée, et pour qu'elle soit acceptée, il faut le vote de la majorité des 2/3, ne pourra qu'être une Constitution consensuelle tenant compte du champ politique, des sensibilités des courants qui constituent le champ politique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle ne sera ni totalement laïque, ni totalement islamiste. Est-ce que j'arrête là? Et je vous laisse les questions et on reviendra, si vous voulez, à tel ou tel aspect. Donc, vous l'avez compris, je suis plutôt optimiste. Mais pas un optimisme béat. Il y a certes des menaces. Les salafistes et certaines franges de Nahda constituent une menace pour la démocratie. Et si on les laisse faire, si on n'est pas vigilant, ils peuvent nous conduire à une longue parenthèse. On n'a pas envie de vivre ce qu'a vécu la France entre la Révolution et la Troisième République. On n'a pas envie de... grâce maintenant aux médias, à la mondialisation, il y a un raccourcissement des temps et des distances. Donc,
on n'est pas obligé de passer un siècle pour digérer la réaction. Non. On peut et là, ce que je vois en Tunisie me montre qu'on n'a pas besoin de tout cela. En quelques mois, on peut. Donc voilà pourquoi je suis optimiste. Et ce qui me rend encore plus optimiste, c'est, comme je vous ai dit, la force de la société civile, sa mobilisation, son degré de conscience politique et sa réactivité. C'est vraiment rien ne passe. Rien, il ne laisse rien passer à qui que ce soit. Voilà.